Dans les couloirs solennels de l'université Saint-Laurent, là où les murs semblaient transpirer le savoir ancien, un nom circulait discrètement, toujours chuchoté, jamais crié, Émile, le concierge. Tous les jours, il passait ici. Il passait inaperçu, armé de son balai et de son regard tranquille, entre les amphithéâtres bondés et les bureaux de professeurs trop sûrs d'eux. Certains étudiants lui lançaient un hochement de tête distrait, d'autres ne le voyaient tout même pas. Mais Émile, lui, observait tout, chaque détail, chaque tableau, chaque équation. Un matin d'hiver, le genre de matin où le froid mord les doigts, malgré les gants, le professeur Lambert, figure austère du département de mathématiques, préparait son amphithéâtre pour une démonstration publique. Il avait convoqué plusieurs collègues, des étudiants brillants et même quelques membres du conseil administratif. Il voulait impressionner, prouver que la recherche à Saint-Laurent méritait davantage de subventions. « Ce matin, dit-il en ajustant ses lunettes d'un air supérieur, je vais présenter un problème mathématique que même nos meilleurs doctorants n'ont pu résoudre. Un bijou de complexité. » Il griffonna une équation monstrueuse au tableau, une suite de symboles et de signes grecs qui ondulaient comme un serpent venimeux. Des murmures parcoururent la salle. Le défi était lancé. Émile balayait tranquillement à l'arrière de la pièce. Il entendait tout, comme toujours. Son regard s'attarda sur l'équation. Un éclat passa dans ses yeux, fugitif. Il recula d'un pas, puis reprit son travail comme si de rien n'était. Lambert, remarquant son manège, esquissa un sourire moqueur. « Dites donc, Émile, lança-t-il avec un ton faussement amical. Vous qui êtes toujours ici, à nous écouter, et si vous nous montriez ce que vous avez appris? Allez, résolvez ça pour nous. » La salle éclata d'un rire poli. Un concierge, résoudre une équation que même les professeurs évitaient, quelle idée absurde. Mais Émile ne rit pas. Il leva calmement les yeux, fixa l'équation une dernière fois, puis s'avança, lentement. Il essuya ses mains sur son pantalon de travail, prit une craie et, sans dire un mot, entama sa réponse. Les premiers signes qu'il traça au tableau firent taire les rires. Puis, au fur et à mesure que les lignes de solution s'enchaînaient avec une fluidité presque poétique, un silence tendu tomba sur la pièce. On n'entendait plus que la craie crisser doucement. Lambert fronça les sourcils. Deux collègues se penchèrent, les yeux agrandis. Des étudiants se redressèrent dans leurs sièges. Quand Émile posa enfin la craie, un frisson invisible parcourut l'assemblée. « Voilà, dit-il simplement, c'est une ancienne version du problème de Navier-Stokes, modifiée. Il y a une faille dans le troisième terme. Il fallait inverser la transformation de Fourier. » Il recula, reprit son balai et retourna à son coin, comme s'il venait de réparer une fuite sous un évier. Lambert restait figé, le regard perdu dans le tableau. Un étudiant osa chuchoter. « Il a raison. » Un autre confirma. Et c'est brillant. L'effet fut immédiat. Une onde de stupeur, puis une explosion de questions. Qui était cet homme? Comment avait-il appris tout cela? Et surtout, pourquoi balayait-il les couloirs d'une université quand il aurait pu enseigner à Harvard? Le doyen fut convoqué dans l'heure. Non, on retrouva le dossier d'Émile, un vieux CV jauni, oublié depuis des années. Major de promotion au Sénégal, chercheur en mathématiques appliquées, disparu des radars après une guerre civile et un exil en France. Aucun diplôme reconnu ici, alors il avait pris ce qu'il avait trouvé, un poste de concierge. Mais ce jour-là, les murs de Saint-Laurent tremblèrent un peu, pas à cause d'un séisme, non, à cause d'un homme, silencieux, discret, qui venait de rappeler à tous que le génie ne porte pas toujours une cravate ou un titre académique. Et pourtant, ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, le nom d'Émile devint un mystère vibrant dans les couloirs de l'université. Les étudiants ne parlaient plus que de lui à voix basse, comme s'ils redoutaient de réveiller un mythe ancien. Certains racontaient qu'il avait résolu un autre problème en secret, un qui circulait dans les cercles fermés des mathématiciens depuis des décennies. D'autres affirmaient l'avoir vu griffonner des équations complexes au dos de vieilles factures dans la salle de repos des concierges. Mais pour Émile, rien n'avait changé. Il balayait, nettoyait, réparait. Quand on lui posait une question, il répondait avec une douceur presque embarrassée. Il ne cherchait ni gloire, ni reconnaissance.
Et c'est justement ce silence qui attisa encore plus les curiosités. Un matin, Lambert lui-même, toujours secoué par l'humiliation feutrée qu'il avait subie, se présenta à la loge d'Émile avec un dossier sous le bras. « Écoutez, Émile, n'est-ce pas ? Je voulais vous proposer quelque chose, une collaboration. Vous aider à reprendre une carrière académique. Je peux faire jouer mes contacts. » Émile leva les yeux, le regard calme, presque triste. « Je vous remercie, professeur, mais je n'ai pas besoin de contacts. J'ai besoin de sens. » Lambert resta interdit. Que voulait-il dire par là ? Ce mot « sens » résonna en lui plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Ce même jour, un autre événement imprévu bouscula encore un peu plus les murs trop rigides de Saint-Laurent. Un étudiant de 2e année, Malik, timide et marginalisé, apparut dans le bureau du professeur Lambert avec un cahier en main. « C'est Émile, dit-il. Il m'aide depuis des semaines. Il m'explique les maths comme personne. Je comprends tout avec lui. » Lambert, d'abord sceptique, feuilleta le cahier. Ce n'était pas seulement correct, c'était brillant. Le raisonnement, la pédagogie, la clarté, tout y était. À partir de là, tout bascula. Un petit groupe d'étudiants commencèrent à se réunir, discrètement, dans une salle de classe vide le soir. Ils appelaient ça « les heures d'Émile ». Ils ne voulaient pas d'un titre, mais il leur expliquait les choses avec une passion qu'aucun autre professeur n'avait. Il parlait de mathématiques comme on parle de musique ou de poésie. Il montrait les équations comme des tableaux vivants. Et peu à peu, les pires élèves devinrent bons. Les bons devinrent brillants. Et les brillants se remirent en question. Mais tout cela ne resta pas secret bien longtemps. Un jour, le directeur de l'université débarqua dans la salle, furieux d'apprendre qu'un concierge donnait des cours non autorisés. Il exigea l'arrêt immédiat de ces séances. « C'est une question de statut, de sécurité, de réputation », rugit-il. Mais cette fois, Émile ne baissa pas les yeux. Il se leva, regarda droit dans ceux du directeur et dit calmement « Ce n'est pas moi qu'il faut interdire, c'est la peur du savoir libre. » Un silence glacial s'installa. Mais avant que le directeur ne puisse répliquer, un étudiant s'avança, puis un autre, puis une vingtaine. « Si vous faites partir Émile, on part aussi. » Le directeur blêmit. Il n'avait pas prévu ça, pas cette loyauté, pas cette révolte. Finalement, une solution temporaire fut trouvée. Émile pourrait continuer ses ateliers, à condition de rester dans l'ombre, sans statut officiel. Un compromis bancal, mais suffisant pour qu'il continue à faire ce qu'il faisait le mieux, transmettre. Mais tout prit une nouvelle tournure le jour où un visiteur inattendu arriva à l'université. Une femme, élégante, la quarantaine, accent américain léger, elle avait entendu parler d'Émile par un ancien collègue mathématicien qui avait vu une transcription de son raisonnement sur le problème de Navier-Stokes. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle s'appelait docteur Rebecca Thomas, directrice d'un institut indépendant de recherche mathématique à Zurich. Elle demanda à rencontrer Émile. On lui indiqua la salle de repos des concierges. Elle le trouva en train de réparer une vieille cafetière. « Monsieur Émile, je ne suis pas là pour parler de ménage, dit-elle doucement. Je suis ici pour parler de votre esprit. Ce que vous avez fait ici est exceptionnel. Je dirige une cellule de recherche libre. Pas besoin de diplôme, pas besoin de titre. Juste de passion et de talent. » Émile ne répondit pas tout de suite. Il regarda la cafetière, puis la salle autour. Les murs délavés, les vestes suspendues, le silence familier. « Je n'ai pas fui mon pays pour briller, » murmura-t-il. « J'ai fui pour survivre. »« Justement, » répondit-elle, « il est peut-être temps de recommencer à vivre. » Émile fixa son regard. Ce n'était pas une promesse en l'air. Il le sentait, elle comprenait. Le lendemain, Émile démissionna de son poste de concierge. Les étudiants furent bouleversés, mais il leur laissa une lettre, une simple feuille manuscrite, soigneusement pliée. N'oubliez jamais que le savoir appartient à ceux qui le cherchent, pas à ceux qui le possèdent déjà. Puis, il disparut. Plusieurs mois plus tard, un article signé Diouf fit surface dans une revue de mathématiques de haut niveau. Un article révolutionnaire sur les structures fluides en dynamique quantique. Une signature inconnue du grand public, mais immédiatement reconnue par ceux de Saint-Laurent. Et dans les couloirs de l'université, la légende d'Émile ne fit que grandir.
Des années plus tard, une plaque discrète fut installée à l'entrée de l'amphithéâtre principal de l'Université Saint-Laurent. On y lisait « Amphithéâtre Émile Diouf », en hommage à celui qui nous a rappelé que le génie ne dépend ni d'un costume, ni d'un titre, mais d'un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Personne n'oublia jamais ce concierge silencieux qui avait, par une simple craie et une vérité implacable, bousculé tout un monde d'arrogance et redonné du sens au savoir. Et quelque part, dans un institut discret au cœur de Zurich, un homme continue d'écrire des équations qui défient les lois établies, sans jamais oublier d'où il vient.